Beaucoup de personnes se lancent dans le trading pour gagner de l'argent, mais peu de gens cherchent à comprendre comment cela fonctionne réellement. Combien d'entre vous se sont déjà demandé quelles sont les fondations qui entourent les marchés financiers? Quelles sont les règles que subissent chaque participant sans distinction de capital? Ou encore quelles sont les conséquences de ces règles? Parce que même si la majorité des gens sont perdants, il y a bien des gagnants. Qu'ont-ils plus que les autres? Pourtant, tout le monde a le même graphique, tout le monde a les mêmes données en temps réel. Donc pourquoi est-ce que gagne alors que vous continuez à perdre? Comme vous l'aurez compris, on va tenter de répondre à cette question à travers cette vidéo en vous expliquant tout d'abord l'origine des mouvements et ensuite pourquoi est-ce que vous êtes toujours du mauvais côté ou du moins, si ce n'est pas votre cas, pourquoi les particuliers et la majorité sont toujours du mauvais côté. Quand je vous dis que le trading n'est pas du casino mais un jeu à somme nulle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous perdez, c'est que quelqu'un d'autre a récupéré votre argent et si vous gagnez, vos bénéfices proviennent des gens qui ont perdu cet argent. Et dans ce jeu, tout le monde joue avec les mêmes règles, mais chaque acteur a un poids différent sur le marché. On va vraiment rentrer en profondeur pour que vous compreniez dans quel environnement est-ce que vous évoluez en tant que trader. En vrai, on va pas se le cacher, le trading est vu comme un moyen pour gagner rapidement de l'argent. Mais ça, c'est malheureusement ce que vous vendent les réseaux sociaux. Et finalement, les gens sont tellement omnibulés par le fait de vouloir gagner de l'argent qu'ils en oublient l'essentiel. Comme par exemple se demander qu'est-ce qu'un prix? Comment est-ce qu'un prix est déterminé? Quelles sont les lois aussi qui influent sur la détermination du prix? La toute première chose à savoir est que le marché fonctionne sur un principe très simple qui est un jeu à somme nulle. En gros, chaque euro gagné est un euro perdu par un autre. Chaque position ouverte à l'achat nécessite un vendeur au même niveau de prix qu'eux. Et chaque vendeur, du coup, chaque position vendeuse nécessite un acheteur au même niveau de prix. Donc toutes ces questions-là, qui sont essentielles et qui permettent en fait simplement de comprendre le domaine. Notez bien que peu importe votre capital, donc que vous ayez 1 milliard ou 100 euros, ce sont des règles que subissent chaque participant. La seule chose, c'est que les conséquences de ces règles vont différer selon le poids que vous avez sur le marché. Autre chose à savoir, c'est qu'il n'y a du coup aucune création de valeur, contrairement à l'économie classique. Ici, c'est vraiment du coup de la pure redistribution de capital. Donc si l'on revient en trading et que l'on souhaite par exemple acheter un contrat ou un lot, pour pouvoir l'acheter, il faut qu'à ce même niveau de prix-là, il y ait un lot vendu. D'accord? Il faut qu'il y ait un vendeur, un lot ou plus, soit en position pour pouvoir vous rentrer sur le marché. Pour que vous compreniez cette règle, c'est simple, hein. Même si vous avez le capital, si aujourd'hui vous souhaitez acheter 100 000 pommes au prix de 1 euro, il faut que vous trouviez le vendeur qui vous vende ces 100 000 pommes-là à 1 euro. D'accord? Il y a peut-être des vendeurs qui vont le vendre à 2 euros. Vous avez peut-être trouvé des vendeurs qui vont le vendre à 5 euros. Mais vous, si vous recherchez vos pommes à 1 euro et que vous en voulez 100 000, il faut qu'il y ait ce vendeur-là qui vous vende. D'accord? Donc là, c'est pareil en trading. Donc cette facilité-là de trouver les acheteurs et les vendeurs sur le marché, c'est ce qu'on va appeler la liquidité d'un actif. Donc c'est la facilité d'entrée ou de sortie de position sur cet actif en question. Donc voilà, maintenant qu'on a défini ce qu'était la liquidité, vous venez de découvrir votre première règle sur les lois qui entourent les marchés financiers. Donc maintenant, si vous étiez un gros capital et que vous décidiez de ne plus faire attention à ce système de liquidité, et que vous décidez d'entrer en position sans y prêter attention, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, votre poids est si grand que le prix se déplacerait instantanément dans une seule direction et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors on va même pas parler du prix d'entrée catastrophique à cause de votre lot, mais dites-vous que une impulsion brutale va tout simplement inciter les autres participants à prendre leur profit. Donc supposons maintenant que vous ayez pris le trade à l'achat. Dites-vous qu'un prix trop haut et en plus de ça avec un déplacement brutal va attirer beaucoup moins les acheteurs et va beaucoup plus du coup favoriser les vendeurs. Pourquoi? Personne n'a tout simplement envie d'acheter alors que le prix a déjà entre guillemets explosé à l'achat et qu'il est déjà parti. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent ça lorsqu'on a une très grosse impulsion, c'est qu'ils se disent qu'en fait le prix il est déjà parti et qu'ils ne vont pas re-rentrer à l'achat. Cela vous mettra donc
dans une position où vous ne pouvez absolument pas sortir du marché et de récupérer vos gains s'il y en a. Pourquoi? Tout simplement parce que pour pouvoir vendre vos 100 000 lots, il faut qu'il y ait les gens qui les achètent. Et si personne n'achète et que tout le monde vend, vous restez coincé. C'est d'ailleurs pour ça que les gros portefeuilles passent par les market makers. Donc eux, ils sont chargés en fait simplement de diviser le lot initial que le gros portefeuille cherche à acquérir en plusieurs petits lots en fait pour acquérir les meilleurs contrats au meilleur prix sans impacter le cours du prix. Parce que oui, 1 ou 2% sur un petit capital, ça fait pas mal, mais 1 ou 2% sur des milliards, ça peut coûter très cher. Donc voici une illustration qui explique comment fonctionne un trade lancé par des traders particuliers sur du CFD. Donc ici, on a tout simplement l'argent investi pour le trade, d'accord, l'argent total, donc que ce soit à l'achat ou à la vente, d'accord, il y a des gens qui décident d'acheter, il y a des gens qui décident de vendre ici. Et sur cette idée de trade, nous avons des gagnants et nous avons des perdants, d'accord. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'AMF, donc tout ce que je vous raconte là, ce sont des chiffres que eux, ils ont sortis. Donc ils ont fait une étude sur le résultat des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et Forex en France. Donc quel était le contexte de l'étude? Donc là on voit bien que c'était sur le trading CFD et sur le Forex. Ils ont fait ça sur une période de 4 ans et ils ont constaté que le taux de clients perdants était de plus de 89%. Donc ça c'était sur quasiment 15 000 clients actifs. Maintenant que l'on sait que le trading est un jeu à somme nulle, la vraie question est de savoir pourquoi 89% des traders sont du mauvais côté. Alors il peut y avoir plusieurs raisons qui font en sorte que le trader est perdant sur le long terme, mais nous, dans cette vidéo, on va vraiment essayer de s'attarder et décortiquer les raisons les plus communes. Et l'une des premières raisons est qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne cherchent pas à comprendre comment est-ce que le marché fonctionne, mais sont directement du coup focalisés sur le fait de gagner de l'argent. Alors les petits traders ou les petits particuliers pensent que les marchés bougent de manière hasardeuse, donc ils sous-entendent simplement qu'il n'y a aucune logique derrière les mouvements de hausse ou de baisse du prix, ou encore pire, ils espèrent trouver la stratégie miracle qui vont leur donner 100% de réussite garantie, etc. Mais malheureusement dans ce domaine, ce sont des choses qui n'existent pas. Alors que l'essence même d'un prix, que ce soit un actif, un bien, un service ou autre, c'est uniquement un seuil psychologique que la personne est prête à payer pour cette chose. Je vous invite d'ailleurs à noter cette petite phrase parce qu'elle est très importante à retenir. Et lorsqu'on comprend qu'un prix est uniquement un seuil psychologique, on en déduit que si l'on manipule la psychologie de masse, nous pouvons manipuler le prix. Et c'est ce que font les gros portefeuilles. Ils utilisent du coup divers moyens, comme par exemple les médias, les réseaux sociaux, etc., mais aussi par les émotions, comme par exemple la peur, comme par exemple l'euphorie, comme par exemple la gourmandise. Donc ça, ce sont des choses qui influencent du coup la psychologie, et la psychologie va influencer du coup sur le prix. Donc manipuler cette psychologie de masse va tout simplement leur permettre de créer la liquidité adéquate pour eux, que ce soit pour rentrer ou pour sortir de leur position. Mais du coup, quel est l'intérêt? N'oubliez pas, ils ne peuvent gagner que l'argent des autres participants. Il n'y a pas de création de valeur. Donc si ils veulent gagner 1 milliard, il faut qu'ils fassent perdre 1 milliard. Et de même, s'ils veulent acheter 100 000 lots, il faut qu'ils aient 100 000 lots en vente. S'ils veulent vendre 100 000 lots, il faut qu'ils aient 100 000 lots acheteurs. Et ça, il n'y en a pas partout sur le marché. Et dites-vous, dans le secteur financier, tout n'est question que d'information. L'information est l'une des choses qui coûte le plus cher dans ce monde et surtout dans le secteur financier. Et The Big Short, par exemple, est un film qui exprime clairement cette idée-là et qui montre comment fonctionnent en fait les grosses opportunités et également le marché boursier. Si vous possédez l'information ou un maximum d'indices qui indiquent une certaine direction du marché avant tout le monde, vous en profitez avant tout le monde. Maintenant, en tant que particulier, vous vous doutez bien que nous recevons les informations en dernier. Simplement parce que nous sommes le public et non des acteurs
de la finance. Donc, les acteurs de la finance, eux, ils voient, entre guillemets, la chose se construire, alors que nous, on va nous annoncer, en fait, simplement, qu'une fois que la chose a été construite. Donc, quand je dis construite et chose, je parle évidemment de l'opportunité, de la direction du marché, etc. Et pour ma part, c'est d'ailleurs pour ça que je m'intéresse particulièrement à l'analyse technique, parce que l'analyse technique est la seule donnée commune que nous avons avec tous les participants. Les résultats des transactions sont affichés en temps réel sur le graphique sous forme de bougies japonaises. Et dites-vous que ce sont ces bougies qui façonnent notre quotidien. Mais pour faire ça, il faut apprendre à lire un graphique, il faut apprendre à soutirer les informations et exploiter les informations que le graphique vous donne en se posant les bonnes questions. Une petite précision sur ma préférence de l'analyse technique par rapport à l'analyse fondamentale. Je ne dis pas que l'analyse fondamentale ne fonctionne pas. Au contraire, je trouve que l'analyse technique et fondamentale sont très complémentaires. Comprenez qu'une étude trop poussée dans l'analyse fondamentale n'est pas nécessaire en trading. D'accord? Nous, notre but, c'est juste d'avoir une vue globale du monde, en fait, et de ses interactions, parce que nous capitalisons uniquement sur l'exécution du trade et non sur la production d'analyse fondamentale. D'accord? Nous sommes des traders et non des analystes financiers. Donc avant de se lancer sur le graphique du Bitcoin, on va faire un petit rappel sur le poids des acteurs. Donc, un acteur, plus son poids est gros, plus il va avoir un impact sur le marché. Donc les seuls à pouvoir déplacer le prix très rapidement dans une seule direction, c'est les gros acteurs. Donc maintenant que ça c'est dit, on passe au graphique du Bitcoin. Donc ici on commence avec le Covid-19. Le Covid-19 qui était évidemment une situation de peur extrême, donc en plus de ça une peur mondiale, d'accord? Donc ici personne ne voulait acheter du Bitcoin, hein, clairement. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé à 4000 dollars, mais ça c'était une opportunité pour les gros portefeuilles. Ils ont décidé d'en acheter un maximum, d'accord, ici. Et une fois que, qu'ils ont placé tous leurs ordres, le prix a décollé, d'accord. On a eu cette euphorie-là du marché. Donc des personnes ont peut-être vu ça un peu plus tôt et se sont placées à des niveaux ici, d'accord. Et ensuite, on a eu l'annonce que le Bitcoin était à 60 000 dollars. Alors là, c'est simple. On a eu les médias qui ont commencé à inciter à acheter, à commencer à dire et passer partout, oui, le Bitcoin est à 60 000 euros, oui, c'est incroyable, etc. Donc on a eu une énorme entrée de la masse. D'accord? Mais ça a permis aux gros portefeuilles de revendre leur position. Simplement parce que s'il y a beaucoup de gens qui rentrent et que eux, ils ont fait du bénéfice à 4000 dollars, ils ont besoin de ces personnes-là qui rentrent pour pouvoir sortir. On n'oublie pas, liquidité. Ensuite, quand ils sont sortis, comme c'est les seuls à avoir assez de poids pour diriger le marché, s'ils ne sont pas dedans, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il coule. D'accord? Et il coule jusqu'à ce qu'il soit de nouveau intéressé ici. Donc ici, cette phase de bear market qui a duré pas mal de temps, hein, il a quand même duré de 2021 jusqu'à 2023, d'accord. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui ne voulait du BTC, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi ici j'avais envoyé un message sur le Telegram que c'était sûrement le dernier moment pour acheter le BTC ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, boum, de nouveau une euphorie maximum. Donc ici, lorsque tout le monde avait peur, ils ont acheté un maximum. Et de nouveau, on a eu cette phase euphorique là qui a poussé le prix à la hausse. Donc là, pareil, nouveau prix historique, BTC à 100K, médias, entrée de la masse. Et là, qu'est-ce qui s'est passé juste après? On a évidemment eu le retracement actuel du Bitcoin. Donc voilà comment fonctionne un peu cette phase-là d'euphorie, de peur et comment est-ce que les gros portefeuilles jouent avec vos émotions pour pouvoir rentrer ou sortir de vos positions. Donc maintenant que vous avez intégré ça, ne vous faites plus avoir. Je vais vous poser une question. Combien de fois vous avez vu des pubs sur les réseaux sociaux vous promettant des gains rapides, vous promettant une stratégie miracle, 100% réussite, de robot trading, ou encore des influenceurs qui vont vous proposer des signaux qui vont vous rendre millionnaire. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que beaucoup de gens ont du mal à accepter.
Le marché punit les débutants. Ça veut dire que tôt ou tard, si tu n'y connais rien, tu vas perdre. C'est simple. Il y a deux choix sur le marché. Soit tu gagnes sur le long terme, soit tu perds sur le long terme. D'accord? Le court terme, sur les marchés boursiers, n'a pas de signification. Donc que tu sois débutant, intermédiaire, semi-intermédiaire, presque avancé, à la limite de la rentabilité, au final, vous êtes tous dans le même bateau, d'accord, qui est non rentable. À partir du moment où vous êtes expérimenté et rentable, vous passez dans la catégorie rentable, d'accord. Donc un expert pas rentable a les mêmes résultats qu'un débutant pas rentable, d'accord. C'est-à-dire que sur le long terme, il va perdre de l'argent. Donc en vrai, si t'es pas prêt à apprendre et que tu veux juste gagner de l'argent, je ne te conseille absolument pas de t'intéresser au trading. D'accord? Il y a plein d'autres domaines qui te permettent de gagner de l'argent de manière plus sûre, avec moins de pertes, avec peut-être plus de résultats du coup par rapport à la psychologie que tu peux avoir. Donc forcément, ne t'intéresse pas au trading. Il y a plein d'autres domaines. Et si après tout ce que je viens de te dire, tu restes motivé par le fait de parcourir le chemin et d'apprendre le trading, ce que je t'invite à faire, c'est simplement d'agir comme un professionnel. C'est-à-dire te former et t'entourer de personnes qui peuvent t'aider à progresser dans ce domaine. C'est le seul moyen parce que c'est un métier que tu apprends, c'est pas un passe-temps, c'est pas un sport, même dans le sport dans tous les cas. Tu es obligé de t'entourer de professionnels si tu souhaites devenir professionnel. Donc c'est un peu comme tout. Si tu souhaites réussir, il faut que tu t'en donnes les moyens. D'ailleurs, je vais te partager quelques astuces qui vont te permettre d'éviter au moins 70% des arnaques que tu peux trouver dans le trading. Déjà, fuis les personnes qui te promettent du gain ou qui te promettent une garantie. Parce que dans ce domaine, dans les investissements en général, il n'y a pas de promesse de gain et il n'y a pas de garantie. Ensuite, ne te laisse ni influencer par le matériel, ni influencer par les gains. Les matériels, ça me semble assez logique, simplement parce que c'est pas parce que tu possèdes une maison, une Lambo, une Porsche ou je ne sais autre que ça veut dire que tu es bon en trading. Ça n'a rien à voir. Et les gains, il faut faire très 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 attention. Le trading est très relié à l'argent parce que c'est notre outil de travail. Et il est très facile de berner un débutant puisqu'il ne connaît pas comment se mesure la performance en trading. Donc pour faire simple, si tu as un capital de 100 euros et que tu fais 20 euros, tu fais une meilleure performance que la personne qui a un capital de 1000 euros qui fait 100 euros. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux gains, car vous ne savez pas combien le trader avait comme capital à la base lorsqu'il vous a montré les gains. Donc, si vous montre 10 000 euros et que vous n'avez pas le même capital que lui, ne vous attendez pas à faire la même somme que lui. Donc, si tu évites de faire les deux choses que j'ai dites auparavant, normalement, 70% des pièges et des arnaques en trading, tu vas les éviter. Maintenant que tout ça est dit, il nous reste à savoir où va l'argent des perdants. Donc tout d'abord, l'argent des perdants va au gros portefeuille. Donc quand je parle ici des gros portefeuilles, je parle évidemment des grosses banques, des gros fonds d'investissement ou encore des market makers. Ils récupèrent une partie de ces pertes-là en piégeant les acteurs les moins informés, puisqu'ils connaissent évidemment leur stratégie trading. Par exemple, vous avez dû tomber sur des brokers qui font des formations gratuites sur une certaine stratégie trading. Évidemment, ils savent ce qu'utilise la masse et vont les utiliser pour pouvoir soit rentrer, soit sortir de leur position. Alors attention, je ne dis pas que ces stratégies ne fonctionnent pas. Tout dépend de comment est-ce que le trader il arrive à tirer son épingle du jeu. Mais là, ce que je vous explique, c'est vraiment le fonctionnement du marché, le fonctionnement du jeu à somme nulle, etc. Ils ont des outils pour pouvoir vous induire en erreur. Donc, ils vont par exemple utiliser les stop ends. Qu'est-ce que c'est? Ils vont simplement pousser le prix un peu plus loin pour déclencher les stop loss à des niveaux clés et qui ne sont pas forcément représentés sur le marché futur, puisqu'en fait les CFD sont une réplique du marché futur. Ils peuvent également utiliser des fausses cassures, donc ça peut être des fausses cassures de ligne de tendance, des fausses cassures de support et résistance, des fausses cassures de structure. D'accord? Donc si vous ne comprenez pas comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est très compliqué de déceler ces fausses cassures. Une autre partie de cet argent va aussi aux courtiers et aux frais de marché. Alors lorsque vous lancez un trade, vous perdez aussi de l'argent sur les commissions, le spread et évidemment
les frais lorsque vous gardez votre position à la journée, donc que vous la gardez de la nuit, ou encore lorsque vous la gardez à la fin de la semaine pour la semaine d'après, donc les frais d'overweek et d'overnight. Donc qu'importe le résultat de votre trade, que ce soit gagnant ou perdant, une partie de votre capital va disparaître dans ces frais cachés. Et si vous ne faites pas attention et que vous n'en prenez pas compte, le problème c'est que ça va faire des petits trous dans votre capital. Mais sur le long terme, ça va littéralement creuser en fait le fossé de vos fonds parce que ça va vous faire un trou énorme. La dernière partie de l'argent des perdants va évidemment aux algos et aux gros fonds d'investissement. Dites-vous que les marchés sont dominés par des algorithmes ultra performants qui vont exploiter chaque erreur que va faire les traders humains. Donc on peut se dire qu'on n'a aucune chance. Mais si on le comprend d'une autre manière, cela amène une précision inégalée sur les marchés, puisqu'en fait les algorithmes sont des robots et que pour pouvoir exécuter des ordres, il faut que ce soit quelque chose de précis. Donc maintenant qu'on sait tout ça et qu'on voit le bordel que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'être une victime sur les marchés financiers? Si tu as arrêté constamment d'être du mauvais côté, voici quelques conseils que je te donne. Et le premier conseil que je peux donner, car c'est celui qui m'a vraiment aidé, c'est tout simplement d'arrêter de penser comme un retail trader, donc un petit trader, et vraiment d'essayer de comprendre et d'analyser comment est-ce que les gros portefeuilles se positionnent. Donc où, quels sont les concepts qu'ils utilisent, etc. Le deuxième conseil que je te donne, c'est de ne pas suivre tout le monde. Il y a une phrase très connue en investissement qui dit lorsque tout le monde est au courant, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, si quand tout le monde achète, toi tu achètes, ou quand tout le monde vend, toi tu vends, c'est qu'il faut revoir ton approche. Donc, si tu ne maîtrises pas tes entrées et tes sorties en trading, tu es condamné à perdre continuellement. Voilà, maintenant vous savez pourquoi la majorité des traders sont perdants et où va leur argent. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment inverser la tendance et comment commencer à penser comme les gros portefeuilles. En tout cas, si vous voulez apprendre à trader intelligemment, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, comment vous avez réagi vous lorsque votre trade est parti vers l'USL avant de repartir dans le bon sens? En vrai, je vous pose la question parce que ça m'intéresse pour savoir et comprendre en fait comment est-ce que vous réagissez et votre manière d'agir. Et ça me permettra de vous aider pour mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à visualiser un peu mieux ce que c'est que le monde du trading et dans quel écosystème est-ce que vous évoluez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Nitoriz. Ciao.